Hello tout le monde et bienvenue sur Lunettes 3D, mon podcast où je parle de cinéma posément à vos côtés. Mon but à travers ce format, c'est d'explorer ma cinéphilie et de vous donner envie de plonger dans le 7e art avec moi. Ce soir, on discute du film Soul ou de son titre québécois Âme, long métrage parfait pour remettre en question toute sa vie et se demander s'il a vraiment un sens ou du moins si on lui donne le bon. C'est le fait de le revoir qui m'a donné envie de me lancer dans ce projet avec vous et de considérer ma passion différemment, d'une manière plus argumentée et réfléchie. En parler dans le pilote de Lunettes 3D, ça a donc un sens particulier à mes yeux. Soul, c'est un film d'animation des studios Disney Pixar qui est sorti le 25 décembre 2020 sur la plateforme de streaming Disney+. Il dure 1h40, soit assez de temps pour savourer sa patte graphique incroyable et pour finir en pleurs sur le tapis du salon pendant le générique de fin. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas sorti en salle à cause de la situation pandémique, du petit farfadet de Covid-19. De plus, vu la com de Disney ces dernières années, c'est pas étonnant que beaucoup de monde soit passé à côté de cette perle du cinéma animé. Si je vous parle d'Avalonia l'étrange voyage, qui est un film qui est aussi sorti sur la plateforme en 2022, personne dans l'assemblée va me dire que ça a changé son univers. Et c'est normal, le marketing s'est composé de 2-3 affiches dans le métro ou collées à l'arrière des bus. Or, ça suffit absolument pas pour promouvoir un film, surtout s'il passe 4 ans dans les studios à prendre forme dans le cas de Soul. Et si on en revient au film, il a été réalisé par Pete Docter qui a aussi fait 2-3 trucs pas très connus comme Là-haut, Vice Versa ou même Monstres et compagnie, si on continue de lire sa filmographie. Il est accompagné de Kemp Powers au scénario, qui était notamment à la direction de Spider-Man Across the Spider-Verse, une claque monstrueuse d'animation hyper innovante. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'asseoir sur mon canapé et de passer des heures à écrire un podcast sur ce film ? Premièrement, pour son intrigue assez percutante. Alors d'abord, ce qui me fait beaucoup rire, c'est de lire les résumés / micro-speech des films sur Disney+. Parce que je sais pas pourquoi, la plateforme fait tout sauf pitcher ses films. Je cite ce qu'ils ont écrit pour Soul. Professeur de musique dans un lycée, Joe Gardner a la passion du jazz. Mais encore, parce que en fait, cette phrase, elle donne à peine les bases de la situation initiale. En plus, c'est pas vous, mais moi, ça me donne pas tant envie de le voir que ça en réalité. Il faudrait vraiment que Disney change d'équipe promotionnelle parce qu'il n'y a rien qui va, et ça, je pourrais en parler des heures. Non, le vrai résumé de ce film, c'est que c'est l'histoire de Joe Gardner, un passionné de jazz, qui ne peut vivre de cette passion qu'en l'enseignant à des gosses de 12 ans à l'orchestre d'un petit collège de Brooklyn. Forcément, il s'est un peu habitué à ce triste sort vu que c'est ce qu'il connaît depuis une vingtaine d'années. Et en plus, sa mère, elle l'encourage énormément dans cette voie sécurisante et stable. Sauf que cette stabilité, elle en vient être totalement ébranlée par le coup de fil d'un de ses anciens élèves qui joue dans le quartet de Dorothy Williams, une saxophoniste de jazz de renom, et qui lui demande de venir remplacer le clavier pour un set. Sauf qu'au moment de se rendre au concert, pour enfin entreapercevoir sa carrière rêvée, Joe tombe maladroitement dans une bouche d'égout et se retrouve entre la vie et la mort. Enfin, c'est plutôt lui qui refuse de mourir vu que sa vie était sur le point de commencer. Et c'est comme ça qu'il quitte son enveloppe corporelle pour rejoindre le monde des âmes et tenter d'échapper au système. Joe va donc fuir le grand après, c'est-à-dire l'au-delà, et vu qu'il échappe à la mort, forcément que sa disparition est aperçue par quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Terry. Et Terry est une des entités cosmiques qui encadrent les âmes et qui va tenter de retrouver Joe par tous les moyens. Notre héros en vient à se cacher dans le grand avant. Justement, Docter et Powers nous proposent une conception de la vie qui repose sur le fait que toutes les âmes, avant de venir au monde entre guillemets, se construisent une personnalité et trouvent la flamme qui leur permettra ensuite de rejoindre un véritable corps terrestre. Joe se fait passer pour un mentor, dont le rôle est d'aider ces petites coquilles vides à trouver ce qui les fait vibrer. Sauf que malheureusement, il tombe sur la seule âme incapable de trouver un but à son existence, 22. Et pour éviter ce calvaire et reprendre le cours de sa vie, Joe va faire appel à Vendelune, un bonhomme tout à fait vivant, qui quand il se trouve dans la zone, c'est-à-dire le lieu où notre esprit s'évade lorsqu'il est comblé, il sauve les âmes perdues. Sauf que pas de chance, ce petit maladroit là de Joe, en faisant le grand saut pour réintégrer son corps, entraîne 22 dans sa chute. Tandis que 22 expérimente la vie pour la première fois accidentellement à travers le corps de Joe, celui-ci découvre grâce à elle une nouvelle manière de ressentir, de parler aux gens et surtout de considérer sa passion qu'est le jazz et jusqu'où elle a mené. Ce qui est assez extraordinaire avec ce film, c'est le fait qu'il parle à n'importe qui. À travers la figure de Joe, c'est nous-mêmes qu'on remet en question. C'est ça qui est fort avec les personnages que construisent Pixar dans la plupart de leurs films. On s'identifie et on s'analyse à travers ces profils qui pourraient totalement être nous.
On pourrait penser que c'est un film seulement destiné aux enfants, au premier coup d'œil, avec une écriture qui pourrait rester légère, humoristique et même pédagogique, comme littéralement tous les dialogues dans les Disney princesses. Ce qui me vient en tête, c'est par exemple un passage dans La Reine des Neiges 2 où Anna insiste énormément sur le fait de ne pas jouer avec le feu parce que, attention les enfants, le feu ça brûle. Mais dans notre cas ici, c'est tout le contraire. Il existe en effet une double lecture de Soul. Si on voit le film à 10 ans, on comprend le message comme c'est important de trouver ce qui nous fait plaisir dans la vie, de se battre pour nos passions, de toujours écouter notre cœur. En revanche, quand on analyse le film plus tard, ce qu'on voit de prime abord, c'est nos chemins de vie qui s'éloignent de nos ambitions d'enfant et qui créent de la frustration. Joe rêvait d'être un grand pianiste de jazz, il a fini prof d'éducation musicale. Et alors même qu'il touche à son rêve pour la première fois, il n'arrive pas à se satisfaire de lui-même et de ce qu'il fait, toujours en attente de quelque chose de plus. Je sais pas vous, mais moi c'est une des insécurités que je ressens dans certaines situations. Avoir peur de ne jamais être assez, même si pour le coup, on réalise enfin ce pourquoi on a envie de vivre. Dorothy Williams raconte une anecdote dessus pendant le film. Je cite : « J'ai entendu cette histoire à propos d'un poisson. Il rencontre un vieux poisson et lui dit : Mon ami, je cherche cette chose qu'on appelle l'océan. L'océan, dit l'autre poisson. C'est ce dans quoi tu nages. Ceci, dit le jeune poisson, c'est de l'eau. Ce que je veux, c'est l'océan. Au-delà de ça, Soul, ça parle de la déprime, du manque de confiance en soi, du fait de ne pas se sentir à sa place dans sa vie d'adulte et donc de vouloir revenir au moment où tout était plus simple et de ce fait plus beau parce qu'on était capable de réellement voir ce qui nous entourait. Il y a une phrase qui m'a marquée quand Vendelune explique comment on devient une âme égarée. Il dit « Certaines personnes ne peuvent pas se défaire de leurs angoisses et de leurs obsessions, elles se perdent et se déconnectent de la vie. » Juste après, le film donne avec humour l'exemple d'un trader de la bourse qui ne fait rien d'autre que travailler et qui réalise que tout à coup, sa vie n'a plus aucun sens en fait. Il bondit partout, renverse ses affaires et c'est drôle, mais le propos en lui-même, c'est qu'on est rarement épanoui dans la vie et pour plein de facteurs différents. Je trouve qu'il est très facile dans notre société actuelle de perdre le goût du quotidien, des petites choses et de ne plus comprendre à quoi ça sert. En tirant le fil de cette réflexion, on finit par se demander à quoi on sert. Et c'est ce que 22 exprime lorsqu'elle dit « En vérité, j'ai toujours pensé que quelque chose n'allait pas chez moi. Tu sais peut-être que je ne suis pas assez bien pour vivre. » C'est ce genre de questionnement qui mène à la dépression. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que Soul, c'est pas seulement un dessin animé pour les enfants. C'est un film qui retire le tabou sur le fait de se sentir perdu, alors qu'on peut être au tout début de sa vie comme en plein milieu. En plus, il y a une touche d'humour qui fait beaucoup de bien. On peut se baser sur un passage où les Michel, qui sont d'autres entités comme Terry, expliquent ce qu'ils sont et disent « Je suis l'assemblage de tous les chants quantiques de l'univers sous une forme accessible à vos petits cerveaux humains. » Et ça a touché ma corde sensible de nerd du Big Bang Theory et d'Interstellar, donc j'ai kiffé. Aussi, les différences de versions font rire. Et quand on les étudie, on saisit mieux le sens de certaines notions. Par exemple, les Michel dans la version originale en anglais s'appellent Jerry. Le concept de la vanne, c'est que vu que c'est des entités cosmiques qui dépassent l'humain, elles choisissent de s'appeler par un prénom très basique et stéréotypé, qui les rendent plus accessibles à nos, je cite, petits cerveaux. Mais du coup, Terry s'appelle comme ça pour se distinguer un minimum des Jerry, vu que c'est celui qui mène l'enquête. Il a pourtant un prénom très proche, car il fait quand même partie de ce groupe-là. Pourtant, nous, on a traduit le nom de Jerry en Michel. Alors oui, on a cette idée de prénom français ultra répandue, comme Jerry qui est très stéréotypé de l'américain. Or, la version française a tout de même conservé le prénom Terry pour l'autre personnage. Du coup, cette distinction n'est plus observable, parce que Michel et Terry, ça n'a rien en commun. Et on a ainsi une aliénation de cette petite blague. C'est une question de détail, mais moi j'aime bien m'attarder sur ce genre de truc. Les Michel utilisent aussi une petite expression pour calmer les âmes surexcitées dans le grand avant, et ils disent en anglais, je garde délibérément mon accent Frenchie, c'est fait exprès, Quiet Coyote, qui se traduit par calme coyote. Dans l'expression, ce qui est intéressant, c'est le son que qui revient, et qui du coup donne cette expression idiomatique, petite phrase marrante pour canaliser des gosses. Or en français, on a traduit ça par renard silencieux. Là, on n'a plus cette répétition de la consonne, vu qu'on aurait pu dire coyote calme. Bon, ça sonne moins bien, je vous l'accorde, mais au moins, trouver une expression dans la même idée, ça aurait été marrant. Je comprends pas pourquoi on a voulu traduire par le nom d'un autre animal, c'est un peu inutile et on perd l'image. Sinon, l'écriture de 22 repose sur son sarcasme. Des fois, je dois bien l'avouer, c'est un peu enfantin, du coup, bon. Par contre, des fois, sa répartie est assez cinglante, donc on prend un certain plaisir à l'avoir torturé ses précédents mentors, par exemple, genre Mère Teresa.
Et cet humour et ces messages forts, ils sont transmis grâce à des acteurs plutôt justes. Omar Sy prête sa voix à Joe Gardner avec des intonations claires et beaucoup d'émotions, je trouve. Il a interprété d'autres personnages d'animation, comme dans le film Moon, le gardien de la lune, qu'il faudrait que je revoie un jour, ou tout simplement dans la franchise Arthur et les Minimoys, où il joue un personnage secondaire. Mais Saul, c'est son premier vrai rôle de protagoniste dessiné. Ensuite, pour 22, c'est Camille Cotin qui se lance dans cet exercice. Une de ses lignes de jeu est dictée explicitement dans le film. 22 dit à un moment donné qu'elle adopte cette voix grave et sarcastique, car elle sait qu'elle est désagréable pour tout le monde. Justement, les âmes, lorsqu'elles se construisent leur personnalité dans le grand avant, peuvent en soi adopter les caractéristiques physiques qu'elles souhaitent, vu qu'elles sont encore en développement. C'est pour ça que 22 décide d'être le personnage le plus insupportable, et ça apporte un peu plus de consistance à la voix de Camille Cotin. En faisant mes petites recherches, j'ai remarqué qu'elle n'a jamais prêté sa voix à un personnage de film d'animation, mais du coup dans Saul, elle le fait très bien, et je trouve pas son interprétation dérangeante. Elle s'est essayée à nouveau au doublage dans la série Star Wars Vision, qui doit sortir cette année, plus précisément le 4 mai sur Disney+. Je vous en parle juste 2 petites secondes puisque moi, je suis très intriguée par cette série à venir. Ce sera une anthologie de courts-métrages d'animation japonaise remaniant l'univers des studios Lucasfilm à travers différentes époques. Ce que je trouve super cool à propos de cette série, c'est que chaque épisode est produit par un studio d'animation différent autour du monde. Une partie sera donc conçue par La Cachette, un studio français ayant travaillé sur Love, Death and Robots, qui est une série dystopique et éclectique géniale que je recommande vivement. Mais enfin, pour revenir au film, on retrouve Ramsey dans le perso de Vent de Lune. On peut être honnête, franchement, il a bien cerné le personnage un peu perché, hippie et spirituel, et sa performance est assez drôle. Comme Camille Cotin, il s'était pas vraiment essayé au doublage précédemment, donc je trouve ça plutôt positif que les films d'animation d'aujourd'hui donnent l'occasion d'interpréter des personnages à des comédiens pour éviter de reprendre des doubleurs français super connus, comme Dorothée Pousseau ou Donald Renew. Après, parfois, c'est une catastrophe. Je pense par exemple au film Disney Élémentaire, où j'ai trouvé que Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste ont des voix relativement plates et vraiment pas très divertissantes. Heureusement, dans notre film, c'est pas le cas. Après, je vais être honnête avec vous, quand j'ai revu Saul cette semaine, je l'ai regardé en version originale. Ce qui m'a pas empêché de revisionner plusieurs scènes en version française pour être capable de vous en parler comme je viens de le faire. N'empêche que Jamie Foxx en Joe Gardner, c'est quelque chose d'assez fort. Mais ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est la voix de Terry en version originale. C'est Rachel House qui fait le doublage de ce personnage mi-aigri, mi-attendrissant. Et pour épouser ce trait de caractère qui fait que Terry est un perso coincé et compulsif, elle force sur son accent néo-zélandais, ce qui fait qu'elle a une manière d'articuler absolument incompréhensible, pire que les interviews de la chanteuse Adele. Rachel House fait aussi la voix de la grand-mère dans Vaiana 2, mais d'une manière beaucoup plus traditionnelle. Et ce qui est génial, c'est qu'on a plein d'accents anglophones dans Saul. Joe Gardner est visiblement américain, là où Terry est donc néo-zélandais, et les Michel ont donc un accent britannique très chantant et délicat. En fait, on a un panel d'émotions qui est transmis par les accents, et c'est ça que je trouve top et regrettable de ne pas retrouver dans notre langue de Molière. Ce qui est évident aussi, c'est que toutes ces émotions, on les retrouve dans la bande-son. Sachant que Saul, c'est aussi une ode au jazz, c'est pas surprenant. On a plusieurs noms qui reviennent dans la compo de la bande originale. D'abord, on retrouve John Baptiste, qui est un compositeur afro-américain qui travaille beaucoup dans l'ombre, mais dont les projets ont reçu de nombreuses récompenses, genre 5 Grammy Awards par exemple. Il a collaboré avec des artistes comme Lana Del Rey, Céleste, même Prince, et il gère beaucoup de projets de son côté, en étant par exemple le directeur artistique du musée du jazz à Harlem. Bref, c'est une tronche, il sait faire plein de choses et il se retrouve ici dans les studios Disney pour proposer des thèmes hyper dynamiques mais aussi assez complexes. Ce sont ses doigts qui sont animés lorsque Joe Gardner joue du piano. Baptiste dit dans une interview, je vais vous faire une traduction un peu bancale, ma manière de jouer, mes mains, ce sont des répliques exactes dans cette animation 3D. Vous verrez si vous regardez le film, puis des vidéos de moi qui joue, c'est assez fou. Il ajoute, c'est le premier Pixar à présenter un protagoniste noir et en plus la culture jazz prend une place immense. Du coup, Saul, c'est un symbole majeur pour la communauté afro-américaine, comme on le comprend dans ce témoignage, et c'est une inclusivité qui est bien menée. Dans la bande-son, on retrouve aussi Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont composé la BO majeure de Challengers, mais aussi celle de Queer, un film qui est sorti mi-février 2025. J'avais envie de vous en parler dans ce podcast, mais en y réfléchissant, ma vision du film, elle est un peu hétérogène, et donc je ne saurais pas trop par où commencer, vu que je ne sais pas si j'ai aimé ou si j'ai pas été la cible visée par Guadagnino.
En tout cas, le duo Reznor et Ross est connu pour son style éclectique. C'est ce qu'on voit dans sa capacité à proposer une atmosphère jazzy, expérimentale et spirituelle dans le cas de Soul, tandis que dans Challenger, c'est de la techno pure, sauvage et transpirante. Avec Baptiste, ils dirigent une composition qui va leur faire gagner un Grammy, un Oscar et un Golden Globe pour la meilleure musique de film en 2021. En fait, ils épousent à la perfection un style musical évolutif qui colle à la vie de Joe parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Soul, c'est la quête initiatique de sa paix et de son épanouissement intérieur. Quand on écoute tous les thèmes composés, on remarque que Baptiste va proposer des morceaux de jazz plus traditionnels, acoustiques et souvent dans les scènes de concert ou dans celles qui se concentrent sur le lien de Joe au jazz. Tandis que Reznor et Ross, eux, proposent des thèmes plus polyvalents, avec une ligne contemporaine. Ils ajoutent au piano pas mal d'inspiration électro, un peu futuriste, qui souvent se superposent à des scènes introspectives, de réflexion ou même d'action. C'est plutôt original de voir les deux styles qui contrastent en fonction de ce qu'on voit à l'image, mais qui en même temps ne semblent former qu'un seul fil rouge musical lorsqu'on regarde le film. En plus de Baptiste qui prête ses mains pour l'animation, le personnage de Dorothy Williams est un crossover musical assez impressionnant. Il faut savoir qu'elle est inspirée de grandes jazzwomen comme Dorothy Ashby, qui était harpiste de jazz et oui, ça existe apparemment, ou Melba Liston, une tromboniste et arrangeuse. Son jeu de saxophone dans le film est interprété par Tia Fuller, une saxophoniste de renom qui a joué avec Beyoncé ou d'autres grandes figures de la musique. J'ai même lu qu'elle a joué à la Maison Blanche pour Obama. Mais au-delà de sa qualité de son et d'interprétation, Fuller a également contribué à la gestuelle et au style musical de son personnage. Et en parlant de gestuelle, il est grand temps d'aborder les visuels du film, la partie la plus intéressante selon moi. Du coup, j'enfile mes lunettes stéréoscopiques, mes lunettes 3D si vous n'êtes pas connaisseur, parce qu'il y a des tonnes de trucs à dire dessus. Déjà, je vais vous parler du responsable de la photographie du film. Mais du coup, vu qu'on parle d'un long métrage d'animation, ce job est légèrement différent de la photographie traditionnelle des live-action. Dans Soul, ce domaine est géré par Matt Asbury, qui était aussi le référent cinématographique de Wall-E, film extraordinaire en passant. Je vais me baser sur une longue interview qu'il accorde à une chaîne YouTube que j'adore, qui s'appelle Go Creative Show, animée par Ben Consoli. Le concept de la chaîne, c'est d'interroger des responsables techniques dans des films qui sortent au ciné, comme par exemple Anora de Sean Baker. Ils ont aussi fait un épisode sur Nosferatu, Diggers, et en fait, en accueillant des monteurs, des étalonneurs ou des techniciens de production un peu niche qu'on voit jamais sur les plateaux télé, on découvre une nouvelle manière beaucoup plus concrète d'analyser le film. C'est un peu dur d'accès quand on n'a pas trop les notions filmiques précises, je suis passée par là, mais c'est un jargon qui s'apprend et qui du coup permet de voir beaucoup plus de choses dans la manière d'interpréter et de construire un film. Asbury explique que son métier, c'est de gérer le plan, la mise en forme des images. Ce que j'entends par là, c'est qu'il introduit les storyboards, donc les premiers visuels schématiques du film en 2D. Il reprend leur structure et les passe en 3D grâce à des logiciels, dont dans ce cas-ci Presto. Et Presto, c'est une interface qui permet de créer plusieurs caméras dans une seule scène, de passer d'un point de vue à un autre, et donc de rendre l'image plus dynamique. Faut imaginer ça comme une reconstitution en 360 des ruines d'un château de la Drôme. Souvent, on vous passe un casque VR au guichet et ensuite vous êtes capable de voir toute une scène animée autour de vous. Et Presto, c'est un peu pareil. Ça apporte du mouvement parce qu'on se déplace dans un aperçu 2D de ce que sera le plan animé dans le rendu final. Asbury, c'est celui qui gère la chorégraphie des corps des personnages et les mouvements de la caméra. Il travaille aussi avec les services lumière qui s'occupent de placer les ombres contrastées par les points de lumière qui créent un visuel beaucoup plus réaliste que si on se contentait d'une surface plane et uniforme. Et si je vous explique tout ça, c'est pour vraiment vous donner les clés et vous permettre de mieux vous projeter dans les films d'animation 3D que vous regardez. Maintenant qu'on connaît ces détails techniques, on va être capable d'apprécier la patte graphique assez extraordinaire des animateurs. Comme je vous l'ai expliqué dans le résumé de l'intrigue, on a concrètement deux mondes bien distincts qui nous sont présentés. Le monde des âmes, qui se compose du grand avant et du grand après, et le New York terrestre. Asbury reprend le concept art, donc les premières esquisses des univers, pour expliquer cette distinction. Le monde des âmes se construit grâce à beaucoup de volumes géométriques, avec une empreinte douce et éthérée, ce qui fait que le traitement de la lumière est tout à fait particulier. C'est ce qu'on voit dans le petit générique du film, donc le moment où s'inscrit sur notre écran les studios Disney présentent. Joe voyage du grand après au grand avant, et son voyage est représenté d'une manière hyper expérimentale et novatrice, moi je trouve. Il part d'un espace épuré noir et blanc très symétrique,
Ensuite, son monde se métamorphose dans une direction très dynamique et conceptuelle. On passe de la 3D au line art, qui est une technique de dessin qui se compose surtout de lignes et de courbes uniformes plutôt fines. On dirait qu'on traverse le croquis d'une illusion d'optique, parce que la profondeur est apportée par l'espace et non pas par la lumière. Lorsqu'il arrive enfin dans le grand avant, c'est tout l'inverse. On reste sur quelque chose de très léger et expérimental, mais cette fois-ci, c'est un univers pastel ultra coloré. Cet environnement épouse vachement le chara design, donc le design visuel des personnages, des âmes qui sont arrondies, réconfortantes et teintées de bleu et de reflets verts et roses. Par contre, quand Joe et 22 évoluent dans New York, on va avoir un traitement de l'image vachement différent. New York est pensé pour représenter un chaos réaliste et donc familier. Pour que cette grande ville submergée de brouhaha et d'odeurs soit bien représentée, on ne va pas adopter une animation abstraite et pastel. Non. Cette fois-ci, les animateurs adoptent un monde beaucoup plus texturé et réaliste. Fini les courbes géométriques, là on a tant de contrastes et de lumière naturelle qu'on dirait parfois se trouver dans les vraies rues de la grosse pomme, comme on dit dans le jargon. Asbury explique que pour parvenir à traduire cette atmosphère, il ajoute sur Presto différentes lentilles à ses caméras. Celles choisies compressent l'espace autour des protagonistes pour donner cette impression d'étouffement. Elles permettent aussi de reconcentrer l'attention du spectateur sur Joe et 22, bien qu'ils se trouvent au milieu d'une foule en mouvement, cernée de taxis jaunes qui dépassent les limitations de vitesse. Ces effets visuels apportent de la profondeur à chaque plan, tout en changeant d'angle de vue régulièrement, pour donner cette impression de dynamique constante qu'on ne retrouve pas dans le monde des âmes, où la majorité des plans est fixe, sauf dans les moments d'action pour traduire ce calme sonore et spirituel. Je vous ai pas mal bombardé d'infos techniques, mais je trouvais ça important pour qu'on cerne ensemble les choix artistiques de Pete Docter. Le monde qu'il élabore a une véritable identité visuelle et reste très innovante parce qu'il propose plein de manières d'animer et de dessiner qui sont différentes. Et justement, vu que la diégèse est bien développée, ce monde fictif qui devrait sur le papier nous paraître inaccessible donne l'impression d'être aussi concret et tangible que notre monde à nous, celui du spectateur. C'est super intéressant à regarder et c'est en ça que le film se distingue d'autres Pixar plus traditionnels, comme Les Indestructibles ou Cars. Après, ça reste de très bons films, mais on voit que Docter possède une vision particulière de l'animation parce que vice-versa innove aussi pas mal dans sa manière de présenter les choses, même si je trouve que ce sera jamais aussi audacieux que Soul. Mais il faut rappeler qu'étant un film familial, proposer une image aussi conceptuelle, c'est choisir le parti pris de ne pas plaire forcément à tous les enfants. Une image noir et blanc assez grandiose qui représente la lumière qu'on voit au bout du tunnel de la vie, c'est sûr que ça parle pas forcément au petit Timéo dans son salon. Par contre, ça va interpeller son papa qui va se dire « Eh ben, c'est pas si mal pour un Disney », sauf que rappelons que c'est pas seulement un Disney, c'est un Pixar. Et là, ça change tout. Surtout qu'en plus des prix pour la bande-son, ce long métrage tombé dans l'oubli a gagné l'Oscar et le Golden Globe du meilleur film d'animation en 2021. Maintenant qu'on a abordé tous les détails visuels, scénaristiques et sonores, je pense que je peux enfin vous donner mon avis en condensé. Évidemment, ça me paraît logique que, à travers mes descriptions, vous ayez senti mon attachement à ce film, mais justement, vu que je vous ai donné toutes les clés de compréhension, en essayant de pas trop divulgacher, maintenant je me dis que vous savez de quoi je parle et que je peux enfin vous servir un petit avis bien constructif pour conclure ce premier épisode. Et là, par contre, je risque de spoiler un peu plus. Du coup, Soul, c'est un film super qui nous apprend à contempler le monde qui nous entoure et tous ses petits composants. On a une réelle atmosphère qui est installée par le contraste entre un univers spirituel et graphique mémorable et un New York immersif, chaotique et texturé. La direction de l'acting et les dialogues sont plutôt accordés, à part quelques petites répliques un peu enfantines, ce qui se comprend de par la cible visée. On a des phrases qui sont efficaces mais qui mettent le doigt sur de véritables problématiques. On parle de plein de sujets contemporains, la quête identitaire, le burn-out ou tout simplement plein de questions existentielles sur la naissance et le but de la vie de l'homme. Je trouve aussi que les personnages secondaires sont vachement bien présentés. Vendelune, c'est un énergumène qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans un dessin animé, du moins selon mon point de vue, parce qu'il est extrêmement spirituel et peu attaché à des valeurs capitalistes ou à nos codes sociaux. Il danse en faisant tourner sa pancarte sur son morceau de trottoir, mais tant qu'il a sa musique dans les oreilles, il est heureux. Et il est si heureux qu'il se trouve dans la zone, cet espace qui laisse libre cours à nos passions créatives. Il transmet beaucoup de choses, même s'il reste un peu stéréotypé, du mec hippie et détendu. En tout cas, il est très original et moi j'aime beaucoup ça. La mère a également un rôle décisif, je l'adore.
Elle incarne une vraie figure d'autorité guidée par son besoin de savoir son fils en sécurité. Mais en fait, dès l'instant où Joe arrive à lui tenir tête, à lui expliquer que oui, le jazz, il pourrait en bouffer au petit-déj, elle calme son dragon intérieur et écoute son fils pour la première fois. C'est une mère protectrice mais carrément bienveillante et on ressent son amour à travers ses yeux. C'est ça que je trouve dingue. Même si on retire les larmes qui lui montent, on trouve derrière cette froideur protectrice beaucoup d'affection, alors que c'est un personnage de film d'animation. Et le duo de Joe et de sa mère peut faire écho à de nombreuses discussions d'avenir et d'insécurité qu'on a eues avec nos parents et qu'ils ont eues avant nous. C'est un sujet universel. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer que Soul touche à un autre sujet universel, mais cette fois-ci beaucoup plus délicat. Ce qui est surprenant, c'est que les États-Unis ont une conception très religieuse du monde, du paradis, de l'enfer et de Dieu. Ici, on a un film d'animation qui reste américain, mais qui propose pourtant une explication qui paraît limite plus rationnelle à la vie. On a le grand avant pour construire ce qu'on va devenir, le fameux qui suis-je, et le grand après. Le grand après, on voit jamais ce qui est derrière cette grande lumière blanche, donc ça nous laisse nous projeter et imaginer ce qui pourrait s'y trouver, sans nous imposer une seule vision. Et on n'a pas non plus la conception de grands créateurs ou de choses comme ça. Donc c'est assez original. Et de toute manière, Soul joue avec notre vision et nos a priori. C'est ce qui est chouette avec un graphisme aussi évolutif et subjectif. On s'amuse avec les formes géométriques qui constituent notre environnement, on change de vision sur les petites choses, on prête beaucoup d'attention à la lumière et au contraste. Moi, c'est pour ça que je veux retenir ce Pixar. Il montre une certaine perspective de la vie sans nous forcer à l'adopter. Et je pense qu'en plus, c'est pas le but. On est plus guidé vers l'observation et la remise en question. Doctor et Powers ouvrent une dimension sous nos yeux, portée par une dynamique qui s'inspire de la trope du slice of life, c'est-à-dire qu'on se penche sur la vie de Joe Gardner à un moment bien précis, pourtant la fin reste suspensive, et son enfance n'est que peu abordée, sauf pour expliquer son rapport au jazz. Les utilisateurs de Letterboxd le notent 3,9 sur 5, ce qui est une super moyenne pour plus d'1,5 million de personnes qui l'ont noté. On est à 4,2 sur Rotten Tomatoes, qui est un site plutôt fun de notation de films, en fonction de la note et de la critique laissée par les utilisateurs. Et en fait, ces notes prennent la forme de tomates fraîches ou de tomates pourries. Bref, tout simplement, sur 504 critiques du site Allociné, on se situe aussi autour des 4,2. On peut du coup dire que ce film a mis tout le monde d'accord. Peu importe le niveau de vie, les origines ou le passé de chacun, n'importe qui est capable de comprendre et de se réapproprier le message. C'est ça qui est chouette avec toutes ces couches de lecture. C'est un film qu'il faudrait revoir à différents stades de sa vie, je pense. Du moins, c'est ce que je ferais personnellement parce que c'est une œuvre bilan introspective et enrichissante. Pour ce visionnage et tout ce que j'ai appris et aimé du film, moi je lui mets la note de 4 étoiles, même 4 étoiles et demie. C'est énorme, mais en même temps, j'espère vous avoir un minimum convaincu de pourquoi c'est un film à connaître dans une vie. Pour conclure ce premier épisode, je vais passer à un petit concept que j'ai mis au point qui s'appelle les 3 dimensions, lunettes 3D, vous avez capté. Je vais vous présenter 3 œuvres que je relie au film, un livre, un autre film et une chanson, en vous expliquant pourquoi je trouve que c'est intéressant d'expérimenter ces contenus pour mieux comprendre Soul. D'abord, le livre dont je vais vous parler, c'est Un amour de Swann de Proust, sorti en 1984. Alors, je sais, Proust, c'est pas super accessible, c'est très long et c'est si détaillé que le rythme s'use un peu. Cependant, il y a un truc qui me fait beaucoup penser à la relation de Joe Gardner à la musique. Le personnage principal, Charles Swann, entend une mélodie qui s'appelle la sonate de Vinteuil, une musique au piano, et en fait, elle touche tellement le protagoniste que chaque nouvelle écoute renforce son lien intime à la musique. Ce moment est aussi à l'origine de sa relation tumultueuse et passionnelle avec Odette de Crécy. Ce thème revient à chaque évolution ou changement dans leur liaison. Mais le plus important, c'est que Charles décrit ce plaisir mélodique comme d'abord difficile à comprendre ou à apprivoiser. Il se rend compte cependant que la phrase musicale qui le captive lui a, je cite, « ouvert plus largement l'âme » et fait prendre conscience d'une réalité invisible et qu'il avait oubliée. Je trouve que ça fait vachement penser à Joe Gardner et à la manière dont il écrit et décrit la zone qu'il a touchée du doigt pour la première fois en regardant un jazzman jouer quand il était enfant. Je cite, « On aurait dit qu'il flottait comme perdu dans la musique. Il nous a embarqués avec lui et je n'ai eu plus qu'une seule idée en tête, apprendre ce langage. » Un deuxième personnage de fiction totalement porté par la musique, c'est Sébastien dans La La Land, réalisé par Damien Chazelle en 2017. Ce film, je pourrais jamais cesser d'en parler. Je suis totalement fascinée par chaque aspect de la réalisation à l'acting. Et dans notre cas, la dimension qui m'a fait penser à Soul, c'est comment Sébastien, joué par Ryan Gosling,
décrit son lien au jazz à Mia, interprété par Emma Stone. Il lui dit que le jazz, c'est pas du tout de la musique ennuyeuse d'ascenseur, c'est une musique du conflit, hyper rythmée, en constante réinvention. C'est de l'impro, des séances jam où les musiciens créent ensemble une mélodie nouvelle, chacun prenant sa lumière, rappelant un thème joué par l'un ou l'autre. C'est des instrumentalistes forts, un peu dissonants parfois, mais toujours sur la même longueur d'onde. C'est l'impression qu'on a quand on voit jouer Joe avec Dorothy Williams et son quartet pour la première fois. Il apprend à s'accorder sur les musiciens tout en montrant son talent au point qu'il impressionne carrément la saxophoniste. La dernière dimension que je vous recommande, c'est une chanson qui s'appelle Orange Colored Day de Liana Flores, issue de son dernier album Flower of the Soul de 2024. Elle me rappelle beaucoup plus l'aspect spirituel de Soul, dans le sens d'apprendre à apprécier les petites choses de la vie, de contempler son environnement, des feuilles qui tombent aux guitaristes dans le métro. Le titre se traduit par « jour orangé » ou « jour d'une teinte orangée » et dans ses paroles, Flores décrit un jour de fin d'été. Pendant ce temps-là, elle dépeint plein de détails comme les oiseaux qui chantent ou le courant de la rivière. Tout ça est posé sur un rythme jazzy plein de vitalité et la chanteuse a une voix toute douce, un peu suspendue, en accord avec le bien-être qu'elle décrit. Ça me fait totalement penser à un passage de Soul où 22, dans le corps de Joe, ramasse un hélicoptère. Vous savez, les petites feuilles qui tourbillonnent en tombant. D'ailleurs, j'ai appris que c'était le fruit de l'arbre et que ça se nommait une samare. Bon, on s'en fiche, mais on mourra moins bête. En tout cas, je trouve que ces 3 dimensions représentent tout ensemble les différentes perspectives du film. Une passion viscérale du jazz, une musique vivante et conflictuelle qui accompagne et crée des moments de vie. Dans La La Land, c'est un des premiers sujets qui fait naître la relation entre Mia et Sébastien. Dans Un amour de Swan, c'est le socle de l'amour entre Charles et Odette. Dans Soul, c'est la leçon de vie que transmet Joe à 22. Avant de vous laisser là-dessus, je tenais vivement à remercier Abby pour m'avoir aidé à faire mon logo et Junior qui m'a vachement soutenue pour le mixage son et qui m'a rassurée quant à la qualité sonore de mon podcast parce que vraiment je m'inquiétais pour ça et j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Et voilà, c'est tout pour moi. Je pense en avoir dit pas mal et j'ai l'impression d'avoir assez couvert le sujet pour que vous puissiez le redécouvrir à votre tour et entendre le jazz différemment. En tout cas, ça a été un honneur pour moi de parler de soul avec vous, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et maintenant, je reprends mes lunettes 3D et je pars visionner un autre film que vous découvrir la prochaine fois.